Les frissons de l'arbre, un podcast généalogique par Murmure d'Ancêtre. Challenge AZ, première partie. Je ne sais pas si vous le savez, et si vous ne le savez pas, c'est normal parce que je n'ai encore rien dit, mais cette année, je participe à nouveau au Challenge AZ. Le principe est simple, un article par jour et par lettre, sauf les dimanches, en suivant le fil de l'alphabet. Et puisque je suis joueuse, pour ma deuxième participation au Challenge AZ, j'ai décidé d'ajouter une difficulté supplémentaire. Comme si le défi du challenge n'était pas suffisant en soi, j'en remets une couche. J'ai ajouté un fil conducteur, et même un double fil conducteur, explorer la vie de Jules Assumel-Lurdain à travers les sources, ou comment exploiter un faisceau de sources pour éclairer la vie d'un aïeul. Jules Assumel-Lurdain est mon sosa numéro 10. Pour les lecteurs avertis, vous aurez compris qu'il s'agit du père de ma grand-mère maternelle, mon bisaïeul donc. Il apparaît dans les sources traditionnelles de la généalogie, comme les actes d'état civil, mais aussi dans des sources plus variées. Si je n'ai pas encore trouvé son contrat de mariage, j'ai vu mentionner Jules dans la presse, le journal officiel, les archives départementales de l'Ain, sa fiche militaire et d'autres sources encore. Des sources pour découvrir une vie. Merci à toutes ces institutions qui mettent en ligne des informations nous permettant de retrouver ainsi notre mémoire perdue. Un clin d'œil amical à Stéphane de Groot, dont je me suis inspirée pour les entames de ce challenge. Challenge AZ, A comme Assumel-Lurdain. Je ne sais pas si vous le savez, et si vous ne le savez pas, ce n'est pas très grave, mais Jules Assumel-Lurdain est donc le fil conducteur de ce Challenge AZ. Il est né le 15 février 1876 au Poisat, dans le département de l'Ain. Son père, François, est cultivateur. Il est alors âgé de 32 ans. Son épouse, la mère de Jules, Marie-Antoinette Zélia Béraude, est aussi dite cultivatrice. Quelques années plus tard, en 1896, François est dit meunier au Moulin-Menant, hameau du Replat, commune du Poisat. Le couple a déjà 3 enfants lorsque Jules voit le jour. Louis-Xavier, né en 1867, François-Émilien, né en 1870, Marie-Justine, née en 1873. À son baptême, Jules porte aussi les prénoms de Joseph Eugène. Un dernier enfant viendra compléter la famille, Joseph Eugène, prénommé presque comme son frère, né en 1882. Le Poisat est une petite commune de l'Ain, à une 50aine de kilomètres de Bourg-en-Bresse, haut perché à un peu moins de 1200 mètres d'altitude. La commune est située sur un plateau incliné au nord, largement boisé. Le lac de Silan forme sa limite nord. On y cultive du blé, de l'orge, de l'avoine, du foin, un peu de chanvre. Le commerce de bois de sapin, de bois de chauffage et de construction occupe une place importante. Les dictionnaires historiques étant précis, en 1907, ils disent « L'effectif moyen des animaux est d'à peu près 7 chevaux, 1 âne, 5 taureaux, 20 bœufs, 300 vaches, 70 élèves bovins, 4 béliers, 15 brebis, 10 moutons, 15 agneaux, 25 porcs, 15 chèvres. » La commune comptait alors 519 habitants. Le bourg est dit bien bâti, l'église postérieure à la Révolution est belle, large et bien proportionnée. Jules a été principalement garde forestier. Il a vécu dans l'Ain jusqu'à l'âge de 45 ans, dans différentes communes, mais jamais guère éloigné de son lieu de naissance. Il se maria 3 fois et aura 7 enfants au total. Ensuite, il déménagera en Anjou, on verra pourquoi dans les articles futurs, où il terminera sa vie,
Assez jeune, à 53 ans. C'était mon arrière-grand-père. Merci aux archives départementales de l'Ain pour ces trouvailles. Source, état civil, dictionnaire historique Pomerol. Challenge à Z, B comme brigadier. Je ne sais pas si vous le savez, et si vous le savez c'est tant mieux, mais différentes sources peuvent indiquer le métier exercé par nos ancêtres. Ainsi, on peut retracer la carrière tout au long d'une vie. Dans le cas de Jules Assumel-Lurdin, on le voit successivement être lapidaire, recensement de 1896 à 20 ans, sous-entendu ouvrier lapidaire, c'est-à-dire tailleur de pierres précieuses, sauf le diamant, travail réservé aux diamantaires. Pour en savoir plus, voir sur le blog Murmure d'Ancêtres l'article Mes arrière-grands-parents étaient lapidaires. C'est une activité saisonnière. Lapidaire et patron, recensement de 1901, 25 ans. Plus étonnant, en 1901, il est dit patron. Il semble employer son jeune frère, de 6 ans son cadet. Cultivateur. Fiche militaire de 1896, 20 ans. Acte de mariage de 1902, 26 ans. Scieur. Acte de décès de sa première épouse et liste électorale de 1905, 29 ans. Recensement et acte de mariage de 1906, 30 ans. C'est peut-être aussi une activité annexe au métier agricole qu'il exerce avant et après. À partir de 1905, on le voit évoluer comme garde forestier avec différents grades ou appellations. Garde communal des eaux et forêts. Journal officiel de 1908, 32 ans. Le garde des eaux et forêts est responsable d'une circonscription territoriale appelée triage. Il y surveille et aménage la forêt, il s'occupe du marquage des arbres à couper, de leur coupe même, et replante des arbres. Gardien de la nature, il veille à la protection de la faune et de la flore. Ainsi, il lutte contre le braconnage, le vol de bois ou la cueillette d'espèces protégées ou menacées. Il veille à la bonne application des lois concernant la gestion et la protection des forêts. Il assure la police de la nature et de l'environnement en qualité d'agent assermenté. À ce titre, il est habilité à constater les infractions en forêt par procès-verbal. Il travaille sous l'égide du ministère de l'Agriculture ou aujourd'hui de l'ONF. Les qualités nécessaires à cet emploi sont l'endurance physique pour se déplacer dehors par tous les temps, ce qui fera défaut à Jules, comme on le verra dans l'article S, le sens de l'observation et le sens des relations humaines pour s'entretenir avec les usagers de la forêt, propriétaires, chasseurs, et les autorités locales. On le voit ensuite garde communal, fiche militaire de 1909, 33 ans, garde forestier, acte de mariage et liste électorale de 1910, 34 ans, recensement de 1911, 35 ans, liste électorale de 1913 et 14, 37 et 38 ans, acte de décès de 1929, 53 ans. Garde domaniale des eaux et forêts, journal officiel de 1920, 44 ans, fiche militaire de 1921, 45 ans. Brigadier domanial, journal officiel de 1921, 45 ans. Garde des eaux et forêts, presse de 1928, 52 ans. Merci aux archives départementales de l'Ain, Wikipédia et à Gallica pour toutes ces trouvailles. Sources, recensement, fiche militaire, état civil, journal officiel, presse en ligne, listes électorales. Challenge à Z, C comme candidature. Je ne sais pas si vous le savez, et si vous le saviez, il fallait me le dire, mais en tant que garde des eaux et forêts, dépendant du ministère de l'Agriculture,
Jules Assumel-Lurdin figure régulièrement dans les documents dudit ministère, conservés aux archives départementales de l'Ain. Une trentaine de documents ont été trouvés à ce jour. Ces documents consistent notamment en correspondances échangées entre des maires, préfets, conservateurs des eaux et forêts, etc., au sujet de Jules et de cet emploi. Ainsi, une lettre du conservateur des eaux et forêts, datée du 11 octobre 1904 et adressée au préfet de l'Ain, signale que la candidature de Jules au poste de garde forestier communal a été agréée. Je cite Mâcon, le 19 octobre 1904, le conservateur des eaux et forêts, à Monsieur le préfet de l'Ain, à Bourg. En réponse à votre lettre du 18 octobre courant, j'ai l'honneur de vous faire connaître que la candidature de Monsieur Assumel, du Poisat, à un emploi de garde forestier communal a été agréée par décision du 22 septembre dernier. Vous avez bien voulu également vous intéresser à d'autres candidats, plus anciens et non moins méritants, mais Monsieur Assumel sera proposé aussitôt que les circonstances le permettront. Pour le conservateur en tournée, l'inspecteur régional délégué. Il faudra néanmoins attendre le 31 octobre 1905, soit près d'un an plus tard, pour qu'un poste se libère et qu'il soit nommé à Samonia, à 25 km du Poisat, où il résidait jusqu'alors. C'est le début du parcours de Jules en tant que garde forestier qui commence. Il a alors 29 ans. Merci aux archives départementales de l'Ain pour ces trouvailles. Source: État du personnel des eaux et forêts. Challenge à Z, D comme domicile. Je ne sais pas si vous le savez, et si vous ne le savez pas, vous allez vite le savoir, mais du fait de ses différentes nominations, notamment en tant que garde forestier, Jules va changer plusieurs fois de domicile. Selon les sources, il est parfois difficile de le localiser. Ainsi, rien que pour l'année 1905, il est successivement dit sieur au Nérol, acte de décès de son épouse en juin, et cultivateur au Poisat, dans sa lettre de nomination au poste de garde forestier à Samonia en octobre. En fait, on ne peut se fier ni au métier ni à la localisation donnée par les sources sans un certain recoupement. Ainsi, on l'a vu, voir l'article A comme Assumel-Lurdin, le métier de lapidaire, exercé alors qu'il avait une vingtaine d'années, n'est qu'une activité secondaire, hivernale. De même, nommé garde forestier à Samonia, il n'habitera jamais cette commune. Une seule source permet d'être sûr de ces différentes résidences, les recensements. Appelées listes nominatives de population, elles ont été dressées de manière systématique à partir de 1836, tous les 5 ans, sauf pendant les années de guerre. Elles indiquent pour chaque commune, par rue et par foyer, les noms et prénoms des habitants, leur profession, leur place dans le ménage, chef de famille, épouse, fille, fils, domestique, et parfois même l'âge, l'année et le lieu de naissance, la nationalité, les infirmités ou la religion. Jules apparaît ainsi dans les listes de recensement du Poisat. En 1896, il a alors 20 ans, il habite Monan avec ses parents, ses 3 frères et sa sœur. Il est dit lapidaire. En 1901, il a 25 ans. Il habite le Replat avec sa mère, ses 3 frères et sa sœur. Son père est décédé en 1897. Il est lapidaire et patron. Il emploie probablement son jeune frère Joseph, âgé de 19 ans. Il déménage ensuite et apparaît dans les listes de recensement au Nérol. En 1906, il a 30 ans, il habite au village d'en bas avec sa fille Blanche. Celle-ci est dite née en 1906 au Nérol, mais sa mère est décédée en 1905. C'est donc une erreur du rédacteur ou de son informateur. Elle est en fait née en 1903 et au Poisat. Dans ce recensement, Jules est dit scieur, son patron se nomme Carrier. Enfin, on le voit dans les listes de recensement de Martignas. En 1905, il a 35 ans,
Il habite à Grande Rue avec son épouse et sa fille Blanche, correctement dite née en 1903 au Poisat cette fois. Il est dit de nationalité française, garde forestier et époux. Lorsqu'il déménage en Anjou dans les années 1920, on perd sa trace dans ce type de source, parce que les archives du Maine-et-Loire ne possèdent aucun recensement antérieur à 1936. Il faudrait se déplacer directement dans la commune où Jules a habité. Merci aux archives départementales de l'Ain pour ces trouvailles. Source, recensement, état civil. Challenge à Z, E comme élection. Je ne sais pas si vous le savez, et si vous ne le savez pas, ce n'est pas si singulier, mais la Seconde République institue en 1848 le suffrage universel, vote de l'ensemble des citoyens, par opposition au suffrage censitaire qui est basé sur la fortune. La majorité électorale, âge à partir duquel on peut voter, et donc où l'on figure sur les listes électorales, est de 21 ans jusqu'en 1974, où elle est abaissée à 18 ans. Ces listes, dressées par ordre alphabétique, indiquent pour chaque électeur nom, prénom, profession, date et lieu de naissance, domicile. Ces listes sont diffusées en ligne quand elles ont plus de 100 ans. Recommandations de la CADA, Commission d'accès aux documents administratifs, et de la CNIL, Commission nationale informatique et liberté. Jules apparaît dans les listes électorales. Au Nérol, en 1905, il a le numéro 10. Il est nommé Assumel Jules et dit scieur, né au Poisat et domicilié au Nérol. Dans les listes de Martignat, en 1910, il a le numéro 7. Il est nommé Assumel Jules et dit garde forestier, né au Poisat et domicilié à Martignat. De Condamine-Ladois, en 1913, il a le numéro 1. Il est nommé Assumel Lurdin Jules Joseph Eugène et dit garde forestier, né au Poisat et domicilié à Condamine. Même chose en 1914. Là encore, cette source apporte des informations qui peuvent pallier au manque d'état civil. Date et lieu de naissance, profession, parfois même la parenté. Cela peut être très pratique si on est dans une impasse. Pendant une fraction de seconde, je m'étonnais de ne pas trouver les épouses de Jules. Bien sûr, les femmes n'y figurent pas avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elles ne reçoivent le droit de vote que par une ordonnance du 21 avril 1944. Seulement. Les mineurs, les étrangers et les personnes privées de leurs droits civiques n'apparaissent pas non plus sur les listes électorales. Merci aux archives départementales de l'Ain pour ces trouvailles. Source, listes électorales. Challenge à Z, F comme fiche de plantation. Je ne sais pas si vous le savez, et si vous le savez, ça tombe bien, moi aussi, mais dans les greniers familiaux, il y a des trésors. À vrai dire, je ne sais pas bien si ma tante et sa cousine l'ont trouvé dans un grenier ou ailleurs, mais elles ont exhumé des outils de travail de Jules un peu particuliers. Ce sont des fiches qu'il a consciencieusement tenues lorsqu'il s'occupait des plantations, dans le cadre de son métier de garde des eaux et forêts. Un peu obscur, absconce peut-être, pour les néophytes, ces fiches détaillent les numéros de parcelles, les dates de plantation, le type d'arbres plantés et leur provenance. On voit en particulier des parcelles proches de la maison où il habitait, rue de la Gare, au pont de C, près d'Angers, appelé Arboretum des Héros, minutieusement détaillées. Je cite « Les eaux héros, partis à l'est du chemin, 6 coupons de 20 arts chacun environ, 20 arts de surface inutilisés, lisière. » Dessous, le croquis des parcelles. Coupon numéro 1. Noyer d'Amérique, semis de 2 ans. Planté en décembre 1926. Nombre 80, espacement 5 mètres.
provenance des plantes, partie semi-phésopondacée, avec des termes non décodés, l'écriture est un peu difficile à déchiffrer, récoltée dans la région, partie cultivée aux pépinières de Launay à Angers. Rembourrage d'arbres plantés, partie au printemps 24, partie remplacée en décembre 1926. 2 autres coupons sont ainsi détaillés. Ce qui est touchant, outre voir des documents écrits de sa main, c'est de constater qu'aujourd'hui encore ces arbres plantés par mon arrière-grand-père sont toujours là, proches de la maison qu'il habitait au 47 rue de la Gare. Lui a disparu, mais les arbres veillent toujours. Merci à ma tante et à sa cousine, et à Google Vue du ciel, où l'on voit bien ces plantations, pour toutes ces trouvailles. Source, documents familiaux, Google Maps. Challenge à Z, G comme gros. Je ne sais pas si vous le savez, et si vous ne le savez pas, ce n'est pas dramatique, mais Jules a quand même eu 3 épouses. 3 mariages en moins de 10 ans. Il épouse en premier Marie-Victorine Eugénie Chanalugon, une tisseuse en soie, d'1 an son aînée. Lui-même a alors 26 ans. Le père de son épouse était garde champêtre au Poisat. Est-ce par cette proximité de métier qu'il l'a rencontrée? Ensemble, ils auront une unique fille, Blanche, née en 1903. Mais Jules devient veuf pour la première fois dès 1905. 11 mois plus tard, Jules épouse Marie-Joséphine Durafour, une veuve âgée de 37 ans. Elle décède 2 ans plus tard, sans qu'il n'ait eu d'enfant. En 1910, il se marie avec sa 3e et dernière épouse, Marie-Félicie Gros. Ensemble, ils auront 6 enfants, dont ma grand-mère Marcelle Philomène. Le destin est étrange. À peu de choses près, Marie-Félicie aurait pu décéder à son tour en 1912, 4 ans avant la naissance de ma grand-mère Marcelle. En effet, dans les documents concernant Jules Assumel, conservés aux archives départementales de l'Ain, une lettre écrite de la main de Jules nous apprend que Marie est gravement malade. Je cite « Aujourd'hui, j'ai ma femme au lit, malade de l'albumine. Le médecin a déclaré que c'était très grave. » L'albumine est la principale protéine du sang, soluble dans l'eau et fabriquée par le foie. Elle empêche la fuite de l'eau contenue dans le sang, plus précisément dans le plasma, vers les tissus où elle est susceptible d'entraîner des œdèmes. Un niveau inférieur à la normale d'albumine peut être un signe de maladie des reins ou du foie. Si vous avez écouté attentivement ce podcast, vous aurez sans doute remarqué comme moi que ces 3 épouses se prénommaient Marie. Au moins, ça évite les situations compromettantes lorsqu'on confond les prénoms. Merci aux archives départementales de l'Ain pour ces trouvailles. Source, État civil, État du personnel des eaux et forêts. Challenge à Z, H comme hiver oscillant. Je ne sais pas si vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, mais dans ma famille, il existe plusieurs légendes qui se transmettent de génération en génération. C'est un de mes défis, en tant que généalogiste amateur, de confirmer ou non cette tradition orale. L'une de ces histoires m'est ainsi parvenue en ces termes. Le Poisat, l'air y est très pur. Bien des vacanciers aiment y faire des séjours. Le lac du Silan, il était gelé l'hiver. Jules Assumel allait casser la glace qui devait être envoyée à Paris à des grands restaurants. Le lac de Silan est un lac naturel situé dans le département de l'Ain. La formation du lac est le résultat de l'effondrement d'une portion de la falaise nord de la vallée il y a plusieurs siècles. Il est long de 2 km et large de 250 mètres, pour une profondeur de 22 mètres. Les glacières sont nées en 1865 sur une idée de M. Joachim Moinat, qui eut l'idée d'utiliser pour son café la glace très pure qui recouvrait chaque hiver le lac de Silan.
En effet, cette pureté permettait la production d'une glace limpide, prête à la consommation. Pour stocker la glace, il y fit construire une première maisonnette en bois. Puis, en 1875, un second bâtiment en bois est édifié. Il est constitué de murs à double paroi, comblés par 1 mètre de sciure, pour assurer une meilleure isolation. En 1885, il vend son affaire à la Société des glacières de Paris. Il eut alors la construction de bâtiments en bois, puis en pierre, entre 1890 et 1910, qui servaient de logement, de bureaux, de cantines, d'écuries à chevaux et d'ateliers de réparation. Puis, plus tard, lors de la création de la voie ferrée Lacluse-Bellegarde, ce sont 20 à 30 wagons de 10 tonnes partant tous les jours pour Paris, Lyon, Marseille, Toulon et même Alger. Chaque wagon transportait 10 tonnes de glace. Ceux-ci étaient recouverts d'une toile de jute, de paille et d'une bâche pour l'isolation. Ainsi, les pertes n'étaient pas tellement importantes, puisqu'on estime que sur 10 tonnes expédiées, 8 arrivaient à Paris. La fabrication de la glace artificielle en 1900, des hivers moins rigoureux de 1911 à 1913, et la Première Guerre mondiale ensuite, vont mettre un terme à cette exploitation en 1917, cessation définitive en 1925. Aujourd'hui ne subsistent que des vestiges de ce qui constituait l'un des plus importants chantiers de glace au XXe siècle. Des restaurations sont en cours et ont déjà permis de redécouvrir ce que pouvaient être les entrepôts. On notera que cette activité liée aux glacières n'est jamais mentionnée officiellement dans les documents qui concernent Jules. On la voit pourtant apparaître dans les recensements du Poisat. On trouve par exemple un contremaître glaciaire de Silon dans le recensement de 1901. Alors, Jules a-t-il travaillé aux glacières entre deux sources? Ou peut-être d'une façon temporaire et trop courte pour que cette activité paraisse dans les documents officiels? Ou est-ce tout simplement une légende? Pour l'instant, je ne peux pas encore confirmer ni infirmer cette histoire de manière formelle et absolument certaine. Mais je ne désespère pas, sait-on jamais. Merci à la tradition orale, aux archives départementales de l'Ain et au web en général pour ces trouvailles. Source: Tradition orale familiale, Nature extrême forumactif.com, Wikipédia. Challenge à Z, I comme instruction. Je ne sais pas si vous le savez, et si vous ne le savez pas, c'est peut-être temps de vous en inquiéter, mais sur les fiches militaires, on peut trouver le niveau d'instruction de votre aïeul. Les degrés d'instruction sont notés ainsi. Degré 0, ne sait ni lire ni écrire. Degré 1, c'est lire seulement. Degré 2, c'est lire et écrire. Degré 3, possède une instruction primaire plus développée. Degré 4, a obtenu le brevet de l'enseignement primaire, ce qui permet d'entrer au lycée, à ne pas confondre avec le certificat d'études primaires. Degré 5, bachelier, licencié, etc. et avec indication de diplôme. Degré X, dont on n'a pas pu vérifier l'instruction. Jules, en l'occurrence, a un degré d'instruction équivalent à 3. Il possède donc une instruction primaire plus développée. Cependant, en 1910, cette instruction sera jugée un peu faible dans un rapport du ministère de l'Agriculture. Voir l'article Z de ce challenge. Quelques années plus tard, son instruction est jugée faible, mais son intelligence développée, en 1910, et ouverte, en 1927. Il est par ailleurs un militaire exercé. Les hommes non exercés sont les hommes n'ayant pas passé au drapeau. Merci aux archives départementales de l'Ain et aux archives nationales pour cette trouvaille. Source: Fiche militaire, État du personnel des eaux et forêts, dossier Assumel-Lurdin.
Challenge AZ, J comme journal officiel. Je ne sais pas si vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, mais mon bisaïeul ayant occupé un poste dépendant du ministère de l'Agriculture, garde des eaux et forêts pour ceux qui ne suivent pas bien, il apparaît régulièrement au journal officiel. Et ce, pour plusieurs types d'occasions. Tout d'abord, la nomination. Extrait du journal officiel du 11 août 1908, ont été nommés gardes communaux des eaux et forêts, à défaut de candidats militaires classés pour cet emploi, par arrêté du préfet de l'Ain du 25 juillet 1908, M. Assumel-Lurdin, Jules-Joseph Eugène. Pour de l'avancement ensuite. Exemple du 25 mars 1927. Tableau d'avancement du personnel de classe des préposés des eaux et forêts pour l'année 1926 et comportant attribution de classe. Décision ministérielle du 25 mars 1927. 19e conservation. Garde pour la 3e classe. Monsieur Assumel-Lurdin au pont de C. 1er janvier 1927. On le voit ainsi changer de classe régulièrement. 5e classe en 1921, 4e classe en 1924, 3e classe en 1927. Changement d'affectation. Exemple du 16 janvier 1921. Monsieur Assumel-Lurdin Jules-Joseph Eugène, garde domanial des eaux et forêts à Condamine-la-Doigt, département de l'Ain, est appelé, sur sa demande et en la même qualité, au poste non logé d'Angers, commission de pisciculture, poste créé. Pension civile, enfin. Exemple, son épouse Gros-Marie est citée après le décès de son époux. Elle reçoit une pension temporaire, approuvée et publiée au journal officiel le 15 novembre 1929. Le mari, garde domanial. Service militaire, 2 ans, 11 mois, 16 jours. Service civil, 18 ans, 2 mois, 16 jours. Campagne, 2 ans, 6 mois. Pension avec jouissance du 17 mars 1929, 2162 francs. Les enfants orphelins sont également cités. Premièrement, Anne-Marie Alice. Deuxièmement, Marie-Rose Virginie. Troisièmement, Marcel Philomène. Quatrièmement, Robert-Jean Léon. Cinquièmement, Raymond Édouard. Sixièmement, Roger Auguste. Le père, garde domanial, pension temporaire avec jouissance du 17 mars 1929 au 18 octobre 1929, 6 854 francs. Et du 19 octobre 1929 au 20 mai 1932, 5 644 francs. Si les sources ne sont pas toujours fiables, comme on l'a vu à l'article D comme domicile par exemple, je crois pouvoir dire qu'on peut faire confiance à celle-ci. Ces entrefilés, d'aspect un peu sec et pour le moins formel, sont émaillés d'informations multiples. Lieu des postes occupés, avancement dans la carrière, création du poste, pension, durée du service militaire, nombre d'enfants, etc. Si certaines informations étaient déjà connues, elles ont donc été confirmées, d'autres ont été une véritable découverte. Merci au moteur de recherche de Genianet et à Gallica pour toutes ces trouvailles. Source, journal officiel. Challenge AZ, K comme képi. Je ne sais pas si vous le savez, et si vous le savez, c'est tant mieux, mais étant donné que Jules est un employé officiel du ministère de l'Agriculture, il doit porter l'uniforme réglementaire et adéquat. Les uniformes des forestiers se sont depuis l'origine inspirés de ceux de l'armée. Dans le Code forestier de 1827, l'uniforme est ainsi détaillé. Pour tous les agents, habits et pantalons de drap vert. L'habit boutonné sur la poitrine. Le collet droit. Le gilet chamois. Les boutons de métal blanc ayant un pourtour de feuilles de chêne et portant au milieu les mots « Direction générale des forêts » avec une fleur de lys.
Le chapeau français avec une ganse en argent et un bouton pareil à ceux de l'habit. Une épée, la broderie sera en argent et le dessin en feuille de chêne. On notera qu'il n'est pas fait mention de képi ni d'aucun couvre-chef, malgré le titre de l'article du jour. Théoriquement, le képi des gardes des eaux et forêts dans les années 1920 devait être noir avec un liseré doré, au devant le corps de chasse doré. Je ne sais pas si l'uniforme que Jules portait dans les années 1910-1920 était encore similaire à la description du Code forestier de 1827, cité ci-dessus. Je dispose de 2 photos de lui, l'une peut-être datée de 1922, l'autre de 1928 environ. Sur les 2 clichés, il porte une veste à boutons et à collet droit, ainsi qu'une chemise, ou peut-être un gilet, de couleur claire. Était-ce son uniforme officiel? Je l'ignore. La qualité moyenne et les couleurs des photos, sépia pour l'une, noir et blanc pour l'autre, ne permettent pas de trancher de façon certaine. Sur aucun des 2 clichés, il ne porte de képi ou de chapeau quel qu'il soit. Le képi, aujourd'hui, porte le sigle de l'Office national de la chasse et les revers, un corps de chasse sur fond vert. Arrêté du 6 décembre 1995, définissant l'uniforme des agents de l'Office national de la chasse, commissionné par arrêt ministériel au titre des eaux et forêts, version consolidée au 7 juin 2015, selon Légifrance. Merci à Gallica et Légifrance pour toutes ces trouvailles. Source: Photos collection personnelle, Code forestier 1827, arrêté de 1995. Challenge à Z, L comme lettre émouvante. Je ne sais pas si vous le savez, et si vous ne le savez pas, c'est fort dommage, mais Jules avait aussi un côté émouvant. Ainsi, en 1912, il prend la plume pour écrire au sénateur de sa circonscription, espérant obtenir son soutien dans sa demande de poste. Ce courrier est en quelque sorte une lettre de motivation, mais tout à fait différente de celle qu'on pourrait écrire aujourd'hui. Jugez-en vous-même. Martignas, le 10 janvier 1912. Monsieur le sénateur, j'ai l'honneur de venir vous renouveler la demande que je vous ai faite il y a quelque temps pour me faire attribuer ce poste de brigadier de Saint-Germain-de-Joux. J'ai appris que j'étais en ligne et que j'avais un petit espoir. Je compte sur votre dévouement pour écarter un peu de moi ma mauvaise chance, car avec toutes les envies de bien faire, je n'ai jamais pu réussir en rien. À 32 ans, j'étais veuve pour la 2e fois. Et aujourd'hui, j'ai ma femme au lit, malade de l'albumine. Le médecin a déclaré que c'était très grave. On dirait que le destin s'acharne contre moi. Veuillez donc, s'il vous est possible, me faire parvenir à ce poste qui améliorera sensiblement ma situation. Vous pouvez persuader monsieur le préfet qu'ayant été élevé dans un pays de forêts, je peux mieux que personne apporter aux forêts les améliorations qu'elles ont besoin et que je resterai un serviteur fidèle et dévoué. Dans l'espoir que vous ferez votre possible, et en attendant que je vous prouve ma reconnaissance, veuillez agréer, monsieur le sénateur, mes sentiments dévoués. Assumel, garde des eaux et forêts à Martignas. Le ton de cette lettre est bien triste et désespéré. Touchant. Pourtant, dans la famille, il avait plutôt la réputation d'être dur. Gare aux enfants s'il ne filait pas droit. Comme quoi, les archives permettent des découvertes surprenantes et attendrissantes, parfois. Merci aux archives départementales de l'Ain pour cette trouvaille. Source: tradition orale familiale, état du personnel des eaux et forêts. Challenge à Z, M comme militaire. Je ne sais pas si vous le savez, et si vous le savez, ça tombe bien, moi aussi, mais grâce aux fiches matricules, on peut suivre le parcours militaire de son ancêtre, de façon plus ou moins précise.
Jules a tiré le numéro 46 dans le tirage du canton de Nantua. Suite au conseil de révision, il est inscrit dans la première partie de la liste de recrutement communal, bon au service. La fiche détaille ensuite le service militaire du soldat. La recrue est d'abord envoyée dans l'armée active. Jules est ainsi incorporé au 5e régiment d'artillerie à compter du 15 novembre 1897. Il est arrivé au corps le 10 jours. Il obtient le grade de brigadier le 30 mars 1899. Un certificat de bonne conduite lui a été accordé. Deuxième temps, la disponibilité ou la réserve. Elle est composée d'hommes retournés à la vie civile. Devenus réservistes, ils peuvent être rappelés en cas de mobilisation pour compléter les effectifs des unités d'active ou pour former une unité de réserve. La durée du passage dans cette réserve varie suivant la loi de recrutement. En 1889, elle est de 7 ans et passe à 11 ans en 1913 par exemple. Jules est envoyé dans la disponibilité le 28 septembre 1900 en attendant son passage dans la réserve. Il est envoyé dans la réserve de l'armée d'active le 1er novembre 1900. Sa fiche confirme également ses affectations comme garde communal à Martignas le 13 mars 1909, puis à Condamine-la-Doigt le 4 mars 1913, et enfin son reclassement à Angers le 4 avril 1921. Son affectation dans la réserve ne signifie pas la fin de la vie militaire. Il peut non seulement être mobilisé à nouveau, comme on l'a vu, mais il doit aussi accomplir 3 périodes d'exercice, officiellement appelées appels périodiques en temps de paix. En effet, la réserve peut durer plus d'une dizaine d'années, donc il ne faut pas que le soldat oublie son métier et reste opérationnel. La durée des appels varie selon les époques, de 27 à 17 jours selon les lois de recrutement. La première période d'exercice se déroule théoriquement la 2e année après le passage dans la réserve de l'armée d'active et s'effectue souvent en septembre. Elle dure 28 jours jusqu'en 1905, puis 23. Jules a accompli sa première période d'exercice dans le 5e régiment d'artillerie du 18 novembre au 15 décembre 1903, soit un peu plus tardivement que ce qui se faisait d'habitude. Il a reçu une dispense dite de 6% de la seconde période d'exercice en 1906. Cette dispense indique que 6% des réservistes de chaque corps d'armée pouvaient être dispensés d'une période d'exercice, car soutien indispensable de famille. En effet, Jules est père d'une petite fille, âgée de 3 ans, et déjà veuf pour la première fois. Voir l'article G comme gros. Troisième temps de la vie militaire, l'armée territoriale. En cas de mobilisation, elle forme des unités destinées à tenir les places restées en arrière. Suite à la déclaration de guerre, Jules est mobilisé dans un bataillon de chasseurs le 2 août 1914. Ce qui est logique, puisque ce sont les forestiers eux-mêmes qui demandèrent leur intégration dans l'armée dans les années 1870, donnant naissance aux chasseurs forestiers. Ils obtinrent un statut militaire en temps de guerre, naturellement soumis aux lois militaires. En 1914, les chasseurs forestiers font partie des troupes d'élite. En temps de paix, le personnel sert à assurer la continuité du service forestier et sa surveillance. En temps de guerre, les chasseurs forestiers sont alors intégrés dans les premières lignes et servent de guides et d'informateurs de l'armée. Jules est renvoyé dans ses foyers comme inapte le 11 octobre 1915. Il a des problèmes de santé, comme nous le verrons plus tard. Il est définitivement libéré du service militaire le 10 novembre 1925. Théoriquement, une dernière période d'exercice doit être effectuée pendant cette dernière phase de la vie militaire. Ce dernier appel se déroule 3 ans après le passage des hommes dans l'infanterie territoriale. Celle de Jules n'est pas remplie, sans doute à cause de la mobilisation et de la Grande Guerre. La fiche militaire comprend aussi d'autres mentions. Par exemple, si votre ancêtre a un casier, ce détail sera mentionné. Il y a aussi d'autres trésors. On l'a vu avec l'article I comme instruction, et on le verra encore un peu plus tard. Bon, parfois, vous aurez aussi sur la fiche une mention qui va rester totalement mystérieuse, du genre 29 PC 8474 B. Mais enfin, sinon c'est intéressant.
Merci aux archives départementales de l'Ain pour cette trouvaille. Source: fiche militaire, combattant 14-18, page perso orange.fr. Retrouvez tous les podcasts et les articles sur le blog Murmure d'Ancêtre.